vous adorez le générique de la déprogrammation, eh ben c'est râpé pour cette fois, les amis. Alors, non, mais c'était vraiment la catastrophe. On a passé un mois avec Pascal sous l'eau. Vous avez été plus de 20 millions à venir sur le site emmacruzy.com ces dernières semaines. Le site, il a fait quoi? Il s'est bouché le nez et il a sauté dans l'eau. Voilà ce qu'il a fait. Alors, on a dû aller chercher un serveur rien que pour nous, un cloud rien que pour nous, bricoler, sortir la boîte à outils, raboter les équipes de spécialistes pour fortifier ce site parce que vous êtes très nombreux à venir télécharger, aspirer les contenus. C'est fait pour ça. Continuez, vraiment, on vous encourage. C'est juste que, voilà, on n'avait pas prévu autant de visites. La carte des francophones dans le monde est pleine à craquer et merci vraiment beaucoup pour vos partages. Alors du coup, Pascal, il est encore sous l'eau et je lui dis, écoute, on va pas retarder les diffusions des capsules de la déprogrammation, tant pis. Comme vous le savez, Pascal adore vous fournir des génériques super drôles et qui détendent l'atmosphère, mais ça va pas être possible pour cette fois-là. Donc on vous remercie pour votre compréhension. On continue de recevoir vos vidéos de danse. Merci, vous êtes trop géniaux. En tout cas, ça nous fait plaisir, ça nous met un grand baume au cœur. On pense à vous, vous serez dans les génériques très très vite. Vous pouvez continuer à envoyer vos vidéos sur prod@emmacruzy.com si vous avez envie, évidemment, de danser sur cette musique qui plaît tant. Et voilà, je vous dis très bon visionnage, très bon chapitre 6 avec Sylvain. Et à très bientôt, les amis. Bonjour les amis. Allez, je l'ai bien fait cette fois, hein. Ah oui, c'est mieux que la dernière fois quand tu as fait Bobino. Bonjour les amis! Bon, on est en super forme avec Sylvain. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de la déprogrammation. On est au chapitre 6. Ouais. Les amis, aujourd'hui, c'est un chapitre, comment dire ça? Il est passionnant, il est plein de mystères. Tu vas nous parler de principalement un assassinat qui a marqué l'histoire, nous expliquer en quoi c'est important dans la déprogrammation d'en parler parce que tout le monde a été dupé, mais d'une façon hallucinante. Ben oui. L'attentat de JFK, évidemment. Et puis, il y a eu aussi dans la foulée Luther King et le frère de JFK. Voilà, donc j'ai le bouquin dans les mains de la déprogrammation et ce chapitre 6, parce que la fois passée, on a parlé de l'enfer du cash avec justement de Federal Reserve, etc. Et là, dans ce chapitre-là, c'est hyper important de comprendre les enjeux. C'est vraiment un gros tournant. Et là, on est en plein dans les théories du complot, parce qu'il y a eu tellement, Sylvain, je ne sais pas combien il y a eu dans ton livre, tu nous parles de dizaines et de dizaines de petits documentaires ou de longs documentaires qu'ils auraient fait pour faire semblant de s'intéresser aux enquêtes pour comprendre. Mais c'est fou comme tu expliques ça dans ton livre, des balles qui font des demi-tours. Attends, mais on dit aux États-Unis qu'il y a eu autour de 500 livres, bouquins publiés sur l'assassinat de Kennedy, là. C'est énorme, là. Je veux dire, c'est probablement l'événement qui a le plus intéressé les États-Unis, en tout cas jusqu'à 9/11, politiquement, parce que c'était comme c'était un coup d'État, là, on s'entend. Donc, et tu as dit théorie du complot, mais ce n'est officiellement plus une théorie du complot, hein. C'est important. En fait, il y a une commission d'enquête en 1976 qui était le Committees on Assassinations, je crois, sur les political assassinations, quelque chose comme ça. Mais il y a une commission d'enquête sénatoriale aux États-Unis où on a, entre autres, révisé Martin Luther King et JFK, les deux assassinats dans les années 60. Il n'y avait pas révisé Robert Kennedy, par contre. Mais ils ont déterminé qu'il y avait effectivement eu complot. Donc, ce n'est plus une théorie, là, je veux dire, on sait que c'était un complot. Par contre, l'enquête n'a pas voulu aller plus loin et savoir si c'était un complot de qui. C'est ça. Et tu vois, surtout quand on lit ton chapitre, parce qu'il est quand même ultra détaillé.
Bon, moi, j'ai appris plein de trucs, mais il y a tellement de détails que je me souviens plus de tout. Enfin, c'est hyper riche. Alors, en tout cas, les gens qui aiment aller en profondeur, ils vont être ravis, là, hein, au chapitre Ouais, 6. ouais, On a l'impression d'y être, on a l'impression de le vivre, ouais. comme tu l'écris. Et en fait, ce qui, moi, me questionne quand je lis ce chapitre, c'est comment les gens, à l'époque de cet assassinat, sur le moment, ils ont réagi. Comment la masse a perçu l'information? Parce que c'est quand même le thème du livre, la déprogrammation, c'est la fabrique de l'information. D'ailleurs, toi, Ouais. tu nous dis carrément, les médias n'existent que pour recréer la réalité et désinformer. Voilà, comme ça au Ben moins c'est oui. dit. Oui. Et c'est effectivement ça, là. Je veux Ouais. dire. Comment les gens, ça on le saura pas, Mm. parce que moi, en tout cas de mon côté, j'ai pas vraiment de témoignages, mais comment les gens ont intégré les fake news, hein, même si on parlait pas de fake news à l'époque, qu'on leur Non. disait. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on peut tout appliquer à ce qu'on vit en 2020-2021. Donc pour les gens Ben qui oui. vont voir cette vidéo peut-être dans 20 ans, qui se diront mais qu'est-ce qu'ils ont fichu là il y a 20 ans? Eh Ouais. bien nous enregistrons mois de mai 2021. Je ne sais pas si chez toi les boutiques sont toujours fermées, les coiffeurs et compagnie. Je sais pas trop. Non, la plupart des trucs sont ouverts, je pense. Sont ouverts. Bon, toi, comme tu vis Ouais. reclus dans ta grotte en train d'écrire ton prochain livre, tu sors plus beaucoup. Non, non, mais j'ai jamais été comme un grand magasineur. Tu sais, généralement, je vais au un magasin 2 fois par année, m'acheter tous mes Ah, vêtements en 2 coups, là, puis pour l'année. Et c'est pas des blagues. Puis, tu sais, je vais chez le coiffeur genre à tous les 3, 4, 5 mois, là, j'imagine. Donc, tu sais, les épiceries ils ont jamais fermé, donc ça, j'y vais de temps en temps. Des fois, la pharmacie. Sinon, j'aurais pas les cheveux gominés. Mais oui, alors parce qu'en plus aujourd'hui, tu vas nous parler de la mafia, donc on apprécie ton effort capillaire, ouais, ah ouais. gominé, tu J'ai nous pas fais pas trouvé de ça l'étaler. coton. J'ai pas trouvé de coton pour faire un brando. Il va faire une offre que vous pouvez pas faire. Parce que Ouais. tu vas voir, qui me suis jamais vraiment trop penchée sur la famille Kennedy. Mhm. Bon, déjà, ce que tu nous apprends pour commencer, parce qu'on va attaquer le sujet, Sylvain, hein. Les Ouais. gens, ils veulent savoir maintenant. Je Moi savais aussi. pas que le père de Kennedy avait financé sa campagne. Et ça, c'est un des premiers trucs. Alors maintenant, quand on est Ouais. habitué à lire tes bouquins, parce que bon, maintenant on a des réflexes, c'est qu'on se dit qui c'est qui paye les Ouais. campagnes, parce qu'après, bon. Alors, on commence par où là-dedans? Est-ce que tu veux parler du papa, de Oh. ses copains mafieux, bon, tu commences ton chapitre clairement en nous mettant le fameux discours qu'il a fait en s'adressant indirectement au CFR, comme tu dis, le Oui. Comité des relations étrangères, Oui. Les qui sociétés est, secrètes. c'est ça. Alors, ceux qui Ouais. n'ont pas vu les vidéos d'avant, évidemment, vous savez pas ce qu'est le CFR. Ouais. Sylvain, je te laisse nous mettre sur le chemin là. Ben, en fait, on pourrait commencer par le début, c'est-à-dire que, tu sais, quand je me suis réveillé en 2015, ça a été à cause de la guerre de Syrie, à cause de ce qu'on disait de Bachar el-Assad. Et quand je me suis rendu compte qu'on nous mentait sur la guerre de Syrie quand même assez rapidement, je me suis dit, mais OK, mais depuis quand on nous ment comme ça dans les médias, là? Et la première chose que j'ai commencé à fouiller, c'est l'assassinat de Kennedy. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'avais adoré le film de Oliver Stone en 1991 ou 92, là, quelque chose comme ça, mais qui n'avait pas apporté tant de réponses que ça. Tu sais, il y avait beaucoup de sous-entendus encore, puis c'était pas très clair qui avait fait quoi, tout ça. Donc, je me suis mis à dévorer tout ce que j'ai trouvé en termes d'articles, d'extraits de livres et de documentaires surtout sur l'assassinat de Kennedy. Et probablement ce qui m'a ouvert encore plus l'esprit, ça a été autre chose que tout ça, mais bien des confessions vidéo par des gens qui ont vécu ces événements-là de près. Et donc, c'est là, en fait, là, c'est pendant que je faisais les recherches sur Kennedy que je me souviens très bien d'un moment où j'étais en train de regarder un documentaire de Kennedy. Et là, je me suis dit, mais il faut que je déprogramme les gens. OK? Et j'ai même eu le flash là,
de penser que ça va s'appeler la déprogrammation. Et c'était vraiment pendant que je regardais un truc sur Kennedy, je me souviens où ma fille était. Il y en a qui disent, on se souvient où on était quand on a vécu 9/11 ou quand Kennedy est mort pour les plus vieux. Ben, moi, je me souviens quand j'ai eu le flash de la déprogrammation, puis j'étais en train de regarder un documentaire sur l'assassinat de Kennedy. Parce que il y a aussi, il faut savoir que parce qu'en ce moment, on vit une époque de censure épouvantable sur les YouTube et les réseaux sociaux et tout et tout. Google aussi particulièrement, quand tu fais des recherches, si tu cherches quelque chose de précis et que ça ne correspond pas à ce que Google veut que tu lises, ça va probablement apparaître à la 7e page malgré que tu aies tous les mots précis. On va essayer de te faire lire tout plein de bullshit là, dans les 6 premières pages là, de résultats de recherche, puis dont les mots sont pas les mêmes, qui ont un mot en commun souvent. Donc, mais en 2015, c'était pas le cas. Il n'y avait pas de censure qui était encore arrivée sur Internet, puis on sait que de toute façon, à l'époque, on dit encore qu'on voulait garder Internet sans censure, donc sans que personne puisse toucher à ça. Les temps ont beaucoup changé. Et oui, c'est ça. Mais donc, tout ce qu'il fallait savoir, tout ce qui nous permettait de comprendre ce qui est arrivé dans le cas de Kennedy, ben tout était là. Tout était sur Internet déjà, là, que ce soit par le biais d'articles ou de documentaires. Et la plupart de ces trucs-là ont disparu. Pas tous. Puis ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des gens qui les ont enregistrés, qui remettent, donc ils vont être là pendant un bout encore, et ils les enlèvent encore, puis ça recommence toujours. C'est comme ça, c'est rendu un combat permanent d'essayer de faire, de publier des choses qui disent un peu la vérité sur la réalité du monde. Là, mais tu vois, toi, par exemple, quand tu as fait tes recherches, ouais. tu avais Internet, tu parles de ces époques-là. Mm-hmm. Mais rappelle-nous la date de l'assassinat de Kennedy, l'année. En fait, c'est 1963 et le 22 novembre, donc j'avais 1 mois et demi, 1 mois et 3 semaines. Tu vois, par exemple, comment tes parents ont su la nouvelle? Il n'y avait pas Internet. Tu vois, on oublie tout ça aussi. On n'y pense même plus. Mais comment les gens avaient accès à quelle information? En fait, c'est ça, c'est que les médias à cette époque-là étaient très limités. Il y avait les médias écrits, en fait, qui étaient très, très, très contrôlés là, de A à Z par quelques magnats de la presse. D'ailleurs, la plupart des magnats de la presse étaient membres du CFR déjà à cette époque-là. Puis, au niveau de la télévision, aux États-Unis, dans les années 60, tu avais 3 réseaux, à ma connaissance. C'était CBS, NBC puis ABC. Donc, contrôler le narratif, c'était pas très compliqué. Puis ici, au Canada, au Québec, on avait 2 réseaux, je crois, qui étaient Télémétropole, pardon, qui est devenu TVA, et Radio-Canada. Donc, tu sais, quand tu contrôles, dans le fond, la totalité des médias, c'est super facile de contrôler un narratif. Et c'est ce qui aura fait que dans les années 70 et les années 80, ça aura tout changé parce qu'il y a eu un éclatement, une multiplication des réseaux et des chaînes. Mais à cette époque-là, disons que ceux qui se sont aperçus de la supercherie étaient incroyablement inquisitifs. Il a fallu qu'ils fouillent dans les résultats de la commission d'enquête pour avoir accès à la réelle information pour se faire une idée parce qu'il n'y avait pas Internet. Tu sais. Ça fait que moi, je lève mon chapeau à ces gens-là qui ont été éveillés de la première heure, comme Jim Marrs, qui a été un des premiers auteurs, même si sa théorie est aujourd'hui quasiment loufoque. Mais au moins, il avait compris que le résultat de la commission d'enquête Warren faisait aucun sens. Tu sais. Et donc, ça, c'est la commission Warren, c'est sorti en 1964. Je pense que pour comprendre déjà l'assassinat de Kennedy, on peut commencer par parler, dans le fond, des ennemis qu'il avait. Comme tu m'as amené sur le terrain de son père. Bon, premièrement, son père avait été bootlegger, c'est-à-dire qu'il avait fait la contrebande d'alcool, il était devenu milliardaire là, grâce à ça. Donc, son père qui est devenu éventuellement ambassadeur en Angleterre pour les États-Unis. Donc,
c'est quand même important parce que il y avait des amis haut placés dans la mafia, ce type-là. Donc, quand Kennedy a été élu en 1960, ben, au fond, il pensait que la mafia pensait qu'il y aurait eu un peu d'égard de la part des Kennedy. Donc, et ce ne fut pas le cas, loin de là, parce qu'en plus, on a lancé des enquêtes sur la mafia par le biais du frère Robert Kennedy, Bobby, qui, lui, était l'attorney general à l'époque et qui avait lancé des commissions d'enquête sur la mafia. Donc, la mafia qui avait aidé, ça avait été rappelé que Sam Giancana avait aidé l'élection de JFK en Illinois, dans la région de Chicago et tout ça. Et Sam Giancana s'est dit, OK, mais on a élu quelqu'un qui nous plante des couteaux dans le dos après, là, tu sais, carrément. Donc, il y avait déjà à la base cet ennemi-là. Et il va se faire un ennemi des banques parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il va éventuellement émettre une monnaie d'État pendant un certain laps de temps, pendant son règne, là, disons. Et donc, il va désobéir carrément à la finance internationale. Donc, il va avoir aussi les banques à dos. Ce qui est quand même pas peu dire. OK? Il va se mettre les milliardaires du pétrole à dos. OK? Des gens extrêmement puissants parce que eux faisaient beaucoup de pognon avec une taxe qui était la Oil Depletion Tax, qui était dans le fond sur... on justifiait une taxe supplémentaire du fait que c'était une ressource qui était pour éventuellement s'épuiser. Et lui, il va réduire drastiquement à l'intérieur de cette taxe-là, qui va réduire drastiquement les profits de ces gens-là. Donc, il commence à avoir du monde là, qui ne l'aime pas, tu sais. Et peut-être son crime de lèse-majesté suprême, c'est que après l'invasion de la baie des Cochons, pour renverser Cuba, au fond, qui avait été organisée à la fois conjointement par la CIA et la mafia, parce que la mafia voulait récupérer ses casinos, donc qui avait perdu à Cuba avec la prise de pouvoir, la révolution de Castro, au fond. Ben, ça a été un échec monumental et Kennedy a refusé d'accorder une couverture aérienne militaire à cette invasion-là, qui était quasiment quelque chose du domaine du privé, là. Et donc, tous les vétérans de la baie des Cochons qui ont perdu leurs potes, qui ont été emprisonnés, vont tous détester Kennedy. Mais suite au fiasco, au flop de l'opération, ben, il va mettre à la porte des gens là, importants. Allen Dulles, qui était à la tête de la CIA, va être congédié. Allen Dulles, je dirais que c'était probablement l'homme le plus dangereux aux États-Unis à cette époque-là, celui à qui il ne fallait pas se frotter. Parce que Allen Dulles, lui, il avait déjà travaillé sur le traité de Versailles en tant qu'avocat. Il s'est ramassé à l'intérieur du CFR en 1926. Il dirige la CIA en 1947, qui a pris le pouvoir, qui a pris le contrôle de ça. Donc, 1950, je pense, 47, ils l'ont créé, la CIA, puis Dulles a pris le contrôle de ça. Bref, Kennedy l'a foutu à la porte pour le fiasco. Il a foutu à la porte aussi celui qui était le frère du maire de Dallas, Earl Cabell, qui était le maire de Dallas. Son frère a été congédié aussi. Kennedy va mettre à la porte Lyman Lemnitzer, qui était un général très haut placé, qui, lui, est en train carrément réinventer le terrorisme pour aussi renverser Cuba. Donc, si on regarde, là, il y a pas beaucoup de gens qui aimaient Kennedy dans les gens dangereux de cette planète-là. Et non seulement ça, mais si on regarde tous les gens qui sont dans ce qu'on appelle le shadow government, le gouvernement dans l'ombre, ben il va se les mettre à dos parce qu'il va faire un speech contre les sociétés secrètes qui dirigent le pays presque en coup d'État. Donc, les banques... Donne-nous des exemples de sociétés secrètes. Ben, le CFR en est un. En fait, c'est une société semi-secrète, surtout à l'époque. Oui. Mettons que, disons qu'aujourd'hui, ils ont été obligés de sortir. Mais il y avait la Skull and Bones aussi, qui est une société secrète quand même très influente, basée à Yale, et qui est, dans le fond, là où on va
créer et recruter des futurs agents très haut placés du Deep State. Donc, ce qui est intéressant aussi, tantôt, bon, on en reparlera, mais dans les Skull and Bones, les Bush sont tous passés par là, certains Rockefeller sont passés par la Skull and Bones, mais il y a aussi quelqu'un d'important dans le cas de l'assassinat de Kennedy qui est passé par là aussi, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, bref, tous les éléments étaient là pour justifier l'assassinat de Kennedy. Ah, et j'en oublie un. J'en oublie un parce que Lyndon Baines Johnson, qui était le vice-président des États-Unis à l'époque, qui était pas quelqu'un qui était dans le grand raffinement et qu'on avait quand même soupçonné d'être accoquigné à 2 ou 3 meurtres, dont celui de sa sœur alcoolique qui était devenu un embarras pour la famille. Et donc, Lyndon Baines, lui, rêvait d'être président et ça le faisait un peu chier d'être second larron derrière Kennedy, derrière cet arrogant catholique irlandais. Et il ne l'aimait pas. Et il y avait une enquête sénatoriale qui était sur le point d'être lancée contre Bobby Baker, qui était un sénateur à l'époque, mais qui était surtout un grand collaborateur de Lyndon Baines Johnson. Et tout le monde disait que le vice-président serait éclaboussé à mort par toute la corruption qui tournait autour de ça, tout le système de corruption. Donc, pour Lyndon Baines Johnson, finalement, l'assassinat de Kennedy a été quand même un bon deal quand on y pense, parce que soit Kennedy restait vivant et LBJ se ramassait probablement en prison avec cette corruption-là démontrée, soit Kennedy mourait et LBJ devenait président. Donc, entre les deux, il y a quand même un grand pas à faire. Donc, ça, c'est la palette, en gros, là, des ennemis de Kennedy. Okay? Qui s'est fait, tu nous dis dans ton livre, en 27 mois de présidence. Hein. Oui. C'est quand même pas mal, en 2 ans, même pas 2 ans et demi, de se faire autant d'ennemis. Tu nous dis aussi qu'il comprend, évidemment, que la CIA, la CIA, comme tu dis, ne travaille pas pour le gouvernement, mais pour le CFR. Absolument. Ben, en fait, c'est même devenu clair avec l'invasion de la baie des Cochons, parce que l'opération se faisait pendant le régime Eisenhower que ça avait été préparé de longue date. On parlait de plusieurs millions qui avaient été investis à l'intérieur de ça. Puis, tu vois, quand il a pris le pouvoir, il y avait plus moyen d'arrêter ça, là, cette opération-là, ce truc-là. Donc, il a donné son go, même s'il a dit non à la couverture aérienne pour les aider. Il a donné son go, mais en fait, il n'y avait comme pas le choix parce que la CIA ne répond pas au gouvernement. Ça, oui, mais alors, tu vois, ça, Sylvain, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la CIA, elle travaille pour le gouvernement, elle est liée. Oui, mais je répète toujours la même chose pour ça, mais l'instrument principal pour le comprendre, c'est d'aller voir les conférences de Kevin Shipp. Kevin Shipp, il y a des conférences vidéo. C'est un extrait haut placé de la CIA. C'est le plus haut gradé de la CIA qui est devenu lanceur d'alerte, qui est sorti de ce système-là, qui est devenu lanceur d'alerte. Donc, lui, il a parlé exactement de la chaîne de commandement pour la CIA. Et donc, c'est lui, dans le fond, qui a été débunké la fausse idée que la CIA est commandée par le gouvernement américain. C'est le CFR qui commande la CIA. Donc, quand on voit comment le CFR réunit tous les médias et quand on sait qu'il y a des agents de la CIA dans à peu près toutes les salles de nouvelles partout, là, on commence à comprendre un peu le principe du fonctionnement de la désinformation. Donc, même à l'époque, c'était aussi le cas. La CIA ne répondait pas du gouvernement américain. Par contre, ils sont on va dire, en bon terme avec la mafia. Ah, ça, oui, par contre. Ils ont eu des opérations depuis très longtemps, là, des opérations conjointes. Entre autres, leur financement se fait beaucoup avec l'aide de la mafia, dans le fond, parce que depuis quand même la guerre du Vietnam minimum, on sait qu'il y avait de l'héroïne qui partait du Triangle d'Or, donc du Vietnam, dans des avions de la CIA et qui se ramassait aux États-Unis. D'ailleurs, ça, c'est même plus caché parce que je n'avais déjà parlé, mais dans le film American Gangster, on voit une scène de ça, de la drogue qui passe dans les avions militaires. Ouais.
Et c'est comme ça qu'ils financent leurs opérations. Donc, s'il y en a qui se posent des questions pourquoi les Américains sont encore en Afghanistan, qui produit 95% de l'héroïne mondiale, ben, tu sais, sont pas là pour les montagnes, sont pas là pour aider les bergers à récupérer leurs terres montagneuses là, et arides. Donc, les talibans, ils s'en foutent pas mal. Là. Donc, la réalité, c'est que il y a une grosse partie du financement illicite de ces agences-là qui se passe par ça. Puis, évidemment, quand on entre la drogue dans un pays, si on entre la drogue sur le territoire américain, comme on a vu d'ailleurs pendant l'affaire de Iran-Contra, dans les années 80, là, ça a été démontré aussi que la CIA partait avec des avions pleins d'armes pour les Contras et revenait avec de la cocaïne d'Amérique centrale et du Sud. Et ben, c'est pas la CIA qui distribue dans la rue. On sait qui va distribuer dans la rue, donc qui va se ramasser avec ces gros paquets-là. Donc, oui, ça marche main dans la main depuis très longtemps. Puis, je ne sais pas aujourd'hui où on en est, en fait. Ça serait intéressant parce que, justement, il y a tellement de vérité qui est sortie, je dirais, dans les dernières décennies par rapport au travail conjoint qui sont faits par eux autres, que je pense qu'aujourd'hui, c'est comme hyper secret. Tout est hyper secret, puis ils veulent plus en échapper, ils veulent plus... donc, ça devient juste de plus en plus difficile de prouver ces choses-là. Puis avec la censure, ben, c'est encore plus compliqué. Oui, et puis les réseaux sociaux qui fabriquent une réalité sur mesure. Oui, absolument. Une perception de la réalité complètement folle. Hein. Ça, c'est vraiment un sujet à part. Et absolument, maintenant, la technologie, elle permet des récits, de façonner. Hein, même des personnes qui ont l'impression d'enquêter, finalement, et c'est tout l'art de savoir s'informer. En fait, n'enquête pas. Et il y a un truc, par contre, que tu nous dis, je veux juste lire un petit passage, comme ça tu peux te faire un petit coup de café, Sylvain. Ah, je sais que tu aimes bien faire une petite... Oui. Non, mais parce que moi, quand j'ai lu ça dans ton livre, je me suis dit, ah bah tiens, tu vois, ça n'a pas vraiment changé. Tu nous dis cette façon de faire des faux documentaires. Alors ça, c'est vraiment une méthode de propagande telle quelle. Hein. Alors, Nova... alors nous, en Europe, on ne connaît pas forcément Nova. Juste, bon, c'était des documentaires qui étaient diffusés sur... PBS. C'est ça, hein? Oui. Alors, tu nous dis ça. Lorsque Nova diffuse un documentaire sur un sujet controversé comme JFK, la recette est toujours la même. Quelqu'un commence par dire qu'il ne croit pas la version officielle, qui n'a aucun sens pour lui. Il doit y avoir une conspiration derrière tout ça. Puis, s'appuyant sur une démarche toute personnelle, il mettra à l'épreuve scientifique sa théorie de la conspiration. Comme il fallait s'y attendre, les tests échoueront tous lamentablement et notre brillant enquêteur conclura invariablement que la version officielle ne peut qu'être la seule crédible. Il termine toujours en souriant à la caméra et en affirmant que la science l'a vraiment convaincu. Quand je me tape un bon doc de Nova pour être certain de m'endormir avec un sourire. Je vous le conseille, ça marche à tous les coups. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas encore lu les livres de Sylvain, on rigole bien. C'est une bonne tranche de rigolade, tes livres, parce que c'est ça aussi qu'on aime. Et c'est pareil dans les vidéos, c'est que tu es capable de nous parler de sujets franchement un peu démoralisants. Lourd. Ben non, quand même pas. Et quand même, c'est hyper drôle comme tu écris ça. Mais en fait, ça me fait tellement penser à ce qu'on vit maintenant. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui aiment Netflix, eh bien, toi, je sais que tu le sais, Sylvain, mais je le dis pour ceux qui ne le savent pas, mais Netflix a été cofondé par Mark Randolph, qui n'est autre que le neveu aussi de Edward Bernays, père de la propagande, qui lui-même était un arrière-petit-neveu de Dr. Freud. Oui, non, c'est ça. Donc, non, mais c'est dingue. C'est quel beau petit monde, hein? Oui. Ben, Netflix ne fait pas de dentelle par rapport à la propagande, c'est terrible. J'ai même vu un film de Spike Lee, qui est disons, un réalisateur noir hyper démocrate aux États-Unis, là, très new-yorkais, et qui fait très je suis dans le hood, mais en même temps, lui, il a toujours été d'une famille riche, là. Mais tout à coup, il se sent très, très près du hood, là. Et donc, il y a un de ses films, je me souviens plus c'est lequel, là, Do the Right Thing, je pense, où
ils ont fait un annexe à la fin pour finalement dire que Trump est un con. Alors que ce film-là a été fait avant qu'on parle de Trump à politique. Là. Et ça, c'est la version de Netflix là, qu'on peut aller voir. Ça vaut la peine d'aller voir juste la fin du film de Spike Lee, juste pour voir à quel point il t'enfonce dans la gorge la propagande, là, et c'en est pathétique. Et donc, c'est pour ça que sur Netflix, particulièrement dans ce qui est dans les documentaires, c'est super intéressant. Là, il y en a qui ont beaucoup de budget et tout, mais tout est à prendre avec un grain de sel parce que c'est de la propagande presque mur à mur. Là. Donc, oui. On en a déjà parlé d'ailleurs quand on faisait les capsules sur guerre et mensonges. Voilà, oui. Les casques blancs, les white helmets, là, je veux dire, ils nous parlent de ces gens qui sont pleins d'empathie pour les autres et qui vont sauver les gens, les Syriens, les pauvres Syriens en zone de guerre, tout ça. Mais c'est Al-Qaïda. Ce sont des gens d'Al-Qaïda. Et il y a des vidéos à la tonne où on peut voir que ça a été tourné comme une fiction, là, ce documentaire-là, bout à bout. Donc, c'est ça. C'est à prendre avec un grain de sel. Puis, les documentaires, comme je disais, là, Michael Moore est pareil. Michael Moore, le réalisateur, tu sais, il y en a qui me disent, Michael Moore, oui, mais il dénonce. Posez-vous pas de questions pourquoi il est financé à mort et distribué à mort. OK? Les gens qui disent la vérité ne sont pas distribués comme ça, ne sont pas financés du tout. Donc, Michael Moore, lui, ce qu'il fait, c'est la technique Noam Chomsky, comme j'aime appeler. C'est-à-dire qu'on dénonce, OK, on dénonce une situation, tout ça. On dit, il y a complot, là, c'est clair. Mais lui, il amène systématiquement les gens vers une mauvaise piste pour dévier des vrais coupables. C'est toujours ça qu'il fait Michael Moore. 9/11, ce qu'il faisait, il nous envoyait vers les Arabes. C'est la CIA qui a fait ça. C'est pas les Arabes. Et lui, il n'arrête pas de parler là, de la complicité là, des Bin Laden et tout ça. C'est des boucs émissaires. C'est un bouc émissaire, Bin Laden, qui était payé par la CIA. Ça n'a rien à voir. Là, donc... oui, Sylvain, on sait, toi, tu remets bien les pendules à l'heure dans tes livres. Hein. Oui. Oui, mais vraiment, les amis, allez voir. On a déjà fait presque 17 ou 18 heures de vidéo sur guerre et mensonges. Et là, t'en parles super bien. Mais pour revenir à JFK, dis voir une chose. Désolé. On avait besoin de s'en débarrasser de lui. Oui, clairement. On a bien compris qu'il dérangeait. Il dérangeait tout le monde. En fait, il dérangeait tout le monde qui est dangereux. Il dérangeait le réel pouvoir, il dérangeait le pouvoir financier, le pouvoir politique, le pouvoir policier. Il dérangeait alors, tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux braves citoyens? Donc, il s'est pris une balle ou je ne sais plus combien. Ouais, ça, c'est la commission d'enquête, Warren. Donc, qui était dans la commission d'enquête, Warren? Ça, il faut le faire. Allen Dulles, qui avait été foutu à la porte par Kennedy, qui était à la tête de la CIA. Il s'est retrouvé dans la commission Warren à enquêter sur la mort de Kennedy. C'est fou ce que t'es mauvaise langue, Sylvain. Où est le problème? Oui, c'est sûr, on le voit pas. Hein. Mais donc, c'est loufoque et ridicule. Tu sais. Puis il y a un futur président américain aussi qui était dans la commission d'enquête, Gerald Ford, celui qui va remplacer Nixon dans quelques années, 10-12 ans plus tard. Et donc, la commission d'enquête, dans le fond, là, ce qu'elle a conclu, c'est que à cause du trop nombreux des trop nombreux témoignages sur place qui ont sorti tout ça, eux, ils ont réussi à au moins justifier 3 balles. Donc, on disait que c'était Lee Harvey Oswald qui, avec un Carcano, une vieille carabine italienne là, de la Deuxième Guerre mondiale, un Carcano avait réussi à tirer 3 balles à l'intérieur de 6,8 secondes, je crois. Et c'était un rechargement là, à mécanisme là, comme ça. Là. Et qu'il a réussi à tirer 3 balles, mais non seulement ça, mais 2 ont frappé quand même. Une seule aurait manqué. Parce qu'on a retrouvé une balle sous le viaduc qui faisait vraiment pas l'affaire, cette balle-là, parce qu'ils vont être obligés de justifier que 3 balles ont été tirées. Et donc, on sait ce qu'une balle a manqué. On sait qu'une deuxième balle l'a frappé par derrière, le dos. OK? Et donc, la 3e balle est devenue la balle magique. C'est la balle qui a causé 13 blessures, je crois, en tout. Parce que comme on avait déjà les 2 premières balles, il fallait que la 3e balle soit la balle magique. Soit dit en passant, tous les tireurs d'élite qui ont fait le test avec une Carcano, OK, de cet endroit-là,
était incapable de tirer 3 balles à l'intérieur de 6,8 secondes et viser. Incapable. On parle de tireur d'élite. Et Lee Harvey Oswald avait été dans l'armée et était au mieux médiocre comme tireur. Donc déjà, en partant, l'idée de tirer 3 balles, qu'il y en ait 2 qui frappent leur cible avec ce type-là aux commandes du mécanisme, c'est impossible. Mais bon, ils ont dû justifier le truc. Mais cette balle-là, donc, a fait éclater, est rentrée par derrière, aurait fait éclater la tête de Kennedy. Mais après, s'est retrouvé dans l'épaule, puis la cuisse, puis l'humérus du gouverneur Connolly qui était assis devant Kennedy. En fait, c'est une balle qui a changé de trajectoire, je crois, 4 fois et qui a causé des blessures comme ça, selon l'histoire officielle. Mais donc, toute l'histoire de la commission d'enquête Warren tient sur la plausibilité de la balle magique, de la trajectoire de la balle magique, qui est absolument impossible dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça que quand la commission d'enquête dans les années 70 va ouvrir, ben, on va se rendre compte que, bon, ça marche pas. Là. Il n'y a rien qui marche, mais on aura des preuves supplémentaires qui vont avoir été faites par rapport à ça. Est-ce que ça a été juste médiatisé, cette commission d'enquête Warren? Oui, ben, est-ce que les gens pouvaient suivre ça dans les journaux? Voilà. Oui, absolument. Ben, on en a parlé parce que, mettons que l'assassinat de Kennedy avait tellement frappé l'imaginaire des gens qu'ils voulaient savoir ce qui s'est passé. Ça fait que oui, on en a parlé. Et c'est très certain que quand tu contrôles le peu de médias à l'époque, ben, on a réussi à rentrer dans la plupart des gens que finalement, c'était Lee Harvey Oswald parce que tout se tenait là, dans les médias, là, tout se tenait par rapport à ce que la commission Warren avait déterminé. Alors que scientifiquement, dans la réalité, c'était grotesque. Là. C'est plus grotesque qu'une routine de clown avec dans un cirque avec sa voiture qui se démolit de partout. Là. Et donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y en a qui ont réussi à voir à travers déjà à l'époque. Et parce que ces gens-là qui ne croiront pas la version officielle, c'est à cause d'eux autres que la CIA, en 1967, va créer les théories du complot. Parce que c'est important parce que c'était peut-être la première opération, disons, paragouvernementale qui risquait vraiment de s'échapper là, dans le public comme ça pour se rendre compte que c'est un coup d'État qui avait eu lieu. Donc, pour endiguer ça, en 1967, ben, la CIA va lancer une opération pour ridiculiser les théories du complot. OK? Puis, ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, on se sert encore des mêmes techniques. Dès que les médias n'ont pas d'arguments pour essayer de faire comprendre ce qui s'est passé dans une action gouvernementale ou une quelconque action militaire ou quoi que ce soit, ben, au lieu de questionner ou d'essayer d'expliquer l'action, ben, ils vont dire aux gens qui la questionnent « Ah, vous seriez donc un théoricien du complot. » Et à partir de là, tout est ridicule. OK? On peut voir les effets de ça encore aujourd'hui. Parce que en politique, tout n'est que complot. Là. Je veux dire, Machiavel nous le disait au 16e siècle, il n'y a rien de nouveau. Là, donc, en politique, tout n'est que complot. Mais pour ridiculiser les gens, c'est là qu'il a fallu créer des histoires beaucoup plus grotesques là, sur, mettons, les humains, humanoïdes, lézardiens, là, reptiliens, là, des trucs comme ça. La société de la Terre plate, d'après moi, la société de la Terre plate, la Flat Earth Society, a été créée par la CIA parce qu'ils ont besoin de trucs comme ça. Tu nous en parles, je crois, dans le premier chapitre de la déprogrammation de ça. Oui, puis c'est important parce que, puis aujourd'hui, on peut même voir les effets parce que, entre autres, quand on va nous parler de sosie, tu sais, là, quand il y a, mettons, on va dire Tom Hanks aurait été pendu là, à Guantanamo, là, selon certains, puis que c'est son sosie qui parle. Puis là, il montre, là, il y a 2 photos où on montre que c'est pas le bon Tom Hanks. Même chose avec Joe Biden, on fait ça. Quand il y a des trucs qui disent Trump va nous faire va nous dévoiler des choses sur les ovnis bientôt. C'est tous des trucs qui sont créés pour faire avaler ça à ceux qu'on appelle les complotistes aujourd'hui, qui vont se partager ça et qui, après, aux yeux des gens qui sont un peu plus terre-à-terre, cartésiens, mais aussi stupides parce qu'ils regardent les médias traditionnels, ben, ils vont passer pour des coucous, ces gens-là, après ça.
Et donc, oui, mais c'est comme ça qu'on décrédibilise la plupart des gens, puis qu'on réussit à dire les complotistes, c'est des cons, tu sais, parce qu'ils pensent que Trump va dévoiler des trucs sur les ovnis, ils pensent que Biden, c'est un sosie, ils pensent que si, ça. Mais c'est tout des trucs qui sont créés par les agences gouvernementales, là. C'est même sur les réseaux sociaux comme ça. Il faut que les gens commencent à avoir un discernement par rapport à ça. C'est pas juste de comprendre, on nous ment, mais il faut comprendre qu'en plus, on se sert de ta connaissance du mensonge pour pouvoir te ridiculiser. Mais donc, ça, c'est un legs de la période Kennedy aussi. C'est un legs des années 60 et de la commission Warren. Je voudrais dire, là, avant de, mettons, parce que je sais que l'histoire de Kennedy, quand même, fascine beaucoup de monde. Et j'ai quand même passé beaucoup de temps à travers tous les documentaires, les écrits, j'ai pas lu les 500 bouquins, on s'entend, mais j'ai lu des chapitres de plusieurs bouquins et j'ai lu des comptes rendus de plusieurs de ces bouquins-là aussi. Disons que sur Kennedy, là, on m'en passe plus, tu sais. Mais il y a surtout des faits. Il y a des faits qui sont sortis de ça. Puis moi, c'est que j'ai regardé l'ensemble de ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à prendre des notes parce que c'était trop gros. J'ai fonctionné, dans le fond, comme un enquêteur faire une enquête sur un meurtre. C'est que j'ai fait de la cross-interrogation. C'est que j'ai vu... tu le dis dans ton livre. Oui, puis c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à me faire une idée claire de ce qui s'était passé. Donc, on sait que c'est un complot, ça a été déterminé officiellement. Donc, qui a fait le complot? Il fallait le comprendre. Donc, j'ai été chercher les mobiles, les objectifs, qui l'haïssait, et après ça, j'ai regardé la tonne d'informations qu'on pouvait trouver sur le truc pour de plus en plus réussir à peaufiner une idée claire de ce qui s'était passé sur l'assassinat de Kennedy. Quand j'ai... parmi les trucs qui m'ont le plus ouvert les yeux, c'est certain qu'il y a beaucoup de documentaires qui vont donner des versions différentes, là, complètement différentes et tout ça. Mais certains de ces documentaires-là, si dans l'ensemble, il faut les prendre avec un grain de sel de la même façon que n'importe quoi, ben il y a quand même des faits qui ressortent de ça. Et quand les faits sont recoupés dans plein d'autres trucs, ben là, je pense qu'on peut le sortir et dire, OK, ça, c'est un fait. Et là, on va sortir d'autres trucs et là, on commence à aligner les faits, OK, qui sortent sur plusieurs documentaires, plusieurs écrits, plusieurs témoignages, tout ça. Et éventuellement, je suis tombé sur 3 témoignages vidéo hyper importants aussi, qui étaient ceux de Madeleine Duncan Brown, qui était la maîtresse de Lyndon Baines Johnson, qui a dévoilé des trucs qui cadrent parfaitement avec tout le reste des trucs que j'avais trouvés et qui a dit, elle, ce qui s'était passé dans la semaine avant et la veille, elle était à Houston avec Lyndon Baines Johnson. Il y a eu le témoignage de Howard Hunt. Howard Hunt, c'est pas n'importe qui. C'était un des plus hauts agents de la CIA. Puis il faisait vraiment dans les opérations de subversion. il faisait toutes les opérations casse-cou, là, il était de tout. Howard Hunt a dit il a été reconnu d'ailleurs sur une photo, mais il était à Dallas le jour de l'assassinat. Howard Hunt sera arrêté éventuellement pour le Watergate en 1970 parce qu'il était un de ceux qui a été volé les trucs là, dans le Parti démocrate, dans les locaux pour le compte de Nixon. Là. Bon, on sait que c'est une déception, mais bon, c'est une autre histoire. Mais Howard Hunt là, a été de toutes ces opérations-là, a été de la baie des Cochons. Il a été un des organisateurs de l'invasion de la baie des Cochons. Et sur son lit de mort, Howard Hunt, qui avait certainement pas la conscience tranquille, a fait une déclaration vidéo à son fils. Puis cette déclaration vidéo-là, quand au fond son fils a appelé, je pense que c'est CBS, là, je travaille de mémoire là, sur plusieurs choses. Là. Des fois, les noms... C'est une mémoire d'éléphant, c'est dingue. Oui, c'est ça, mais je travaille vraiment de mémoire, ça fait longtemps que je ne me suis pas plongé là-dessus. Mais donc, CBS, je crois, voulait faire un documentaire parce qu'il dit, écoute, Howard Hunt, il est hyper connu, tout ça. Et quand ils ont vu le vidéo, le producteur était emballé parce que Howard Hunt disait exactement ce qui s'était passé.
Quand le producteur, en fait, c'est le réalisateur, a amené ça à CBS ont fait OK, on va laisser tomber. On fera pas le documentaire de 60 Minutes qui était supposé de faire avec ça. Donc, lui, il va donner sa démission, puis lui aussi va pas faire une confession, mais disons... Mais il a fini sur YouTube, ce documentaire, tu nous dis. Ben, la confession a fini sur YouTube. Moi, Oui, la confession. Oui, je ne sais pas si elle est encore là. Probablement qu'elle a été censurée, mais probablement qu'elle revient. Là, il joue au ping-pong là, entre ça. Et donc, Howard Hunt, lui, a dit ce qui s'est passé. Puis, je vais le raconter un peu après. La troisième confession qui est de loin pour moi la plus importante, c'est celle de James Files. James Files était un tueur de la mafia de Chicago. OK? Et James Files était en prison en 1996. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il a parlé à un co-détenu. Il avait tué 2 juges. Bagatelle. Fait qu'il avait tué 2 juges. Il était en prison en 94 ou 96. Puis il a parlé à un de ses co-détenus du truc de Kennedy, comme quoi il ne s'était pas passé exactement ce qu'on nous disait par rapport à ça. Et le co-détenu, ce qu'il a fait, il a contacté le FBI et il a demandé à ce que quelqu'un vienne interviewer parce qu'il dit « Je pense que James Files en connaît plus qu'on pourrait penser sur l'assassinat de Kennedy. » Donc, un type du FBI est venu en prison le voir et il s'appelait Joe West. Et il a commencé dans le fond, à interroger James Files qui voulait absolument rien dire, qui a pratiquement rien dit. OK? Et il a juste dit oh, c'est des oui-dire, blablabla. Ben, Joe West va être assassiné. L'agent du FBI va être assassiné. Donc, James Files comprend que sa confession lui est dangereuse. Donc, à partir de là, il a fait venir un réalisateur de documentaire, je pense en allemand, puis il a fait une confession complète et totale, puis c'était pour sa survie, en fait. Parce qu'il dit, si je le garde pour moi, il va m'arriver le même truc que Joe West. Là. Donc, il a fait une confession. Donc, déjà, la condition pour avoir donné, tu sais, c'est pas comme s'il s'était garoché pour dire, c'est le contraire, là. Il voulait pas le dire à personne, finalement. Là. Il avait été un peu trahi. Mais James Files, dans le fond, ce qu'il va dire dans sa confession, c'est « J'ai tué Kennedy. C'est moi qui l'ai tué de face. » Et les détails qu'il va donner vont faire que c'est absolument indébunkable. OK? Parce qu'il donne des détails qui vont être prouvés par le détour, par en arrière, ce qui fait qu'on n'arrête pas de censurer les entrevues de James Files aussi. L'entrevue de James Files, je devrais dire. Parce que, clairement, puis il a passé deux détecteurs de mensonges aussi par une équipe australienne et il a passé à 84%, semble-t-il, son détecteur. Donc, sans contredit, ça passera en cours, là, parce que ça passera en cours avec ce pourcentage-là de détection de mensonges. Donc, c'est James Files qui a tué Kennedy de face. Ce qu'on ne savait pas, c'est que, lui ne s'est douté que la veille, c'est qu'il n'était pas tout seul sur le cas. Il n'était pas tout seul sur le contrat. C'est que lui, dans le fond, on l'a mis dans l'endroit le plus exposé, où il était le plus susceptible de se faire arrêter pour avoir tiré Kennedy. Et donc, on lui a pas dit qu'il y avait d'autres tireurs qui étaient engagés pour faire le travail aussi. On lui a pas dit pourquoi, pour pas qu'il se fasse. S'il se faisait prendre, il pourrait pas raconter toute l'histoire. Sauf que James Files, la veille, alors qu'il était en repérage sur Dealey Plaza, là où ça va se passer, ben la veille, il a reconnu des gens de la baie des Cochons, qui étaient des tueurs de la baie des Cochons, là, qui avaient été avec lui, parce que James Files était un vétéran de la baie des Cochons. Donc, ils connaissaient tous ces gens-là. La joyeuse bande. La joyeuse bande qui détestait Kennedy pour ne pas lui avoir donné la couverture aérienne lors de l'évasion ratée. Puis là, on parle essentiellement des tueurs de la CIA et de la mafia qui étaient là pour envahir, aller renverser Castro. Et dont plusieurs se sont retrouvés à Dealey Plaza le 22 novembre 1963, alors que j'avais 1 mois et demi. Et que j'avais aucune idée que c'était pour éventuellement devenir un cheval de bataille de ma réalité. Voilà. Attends, as-tu une question? Oui, j'en ai plein. Alors déjà, je te félicite et je voulais préciser une chose à nos amis qui écoutent les vidéos et bon appétit si vous mangez en regardant nos vidéos. C'est que
Sylvain, pourquoi je dis qu'il a une mémoire d'éléphant? Parce que moi, je triche parce que je lis les chapitres avant d'enregistrer les vidéos. Donc, je Ouais. sais, moi, j'ai mes notes. Et moi, je Mhm. suis sidérée parce que tu sors des dates. Ouais. Et en fait, Sylvain, il a écrit le livre en 2015. Ouais. Il a été édité pour la première fois en 2016 et il est ressorti là, il y a quelques semaines. Et toi, tu les repotasses pas. Tu relis Non. pas ce que tu as fait et tes recherches et tu te Non. souviens de détails. Moi, je suis hallucinée. Ouais. Je suis, bon, on sent que tu es passionné et tu es d'ailleurs, et tu nous le dis dans tes livres, c'est passion d'histoire. Mais Oui, c'est oui. vrai que l'histoire, l'information et la stratégie, moi, Ouais. j'aime presque plus parler de stratégie que de complot parce que pour moi, c'est la stratégie. Ben oui. Parce que je mets même plus la notion de bien ou de mal, en fait, au final. Ouais. Et je crois que c'est surtout là où ça devient complètement fou. Ouais. Ouais. Parce qu'on n'est pas habitué, nous, on ne nous apprend pas à l'école Mm. euh, de raisonner à 4 coups, 5 coups, 6 coups, 10, 20 coups Ben d'avance. non, je sais, c'est ça. Ben C'est le en fait, drame de ce qu'on vit. ben oui, ben oui. Puis en fait, la stratégie permet de comprendre les objectifs et permet de comprendre les réels coupables des choses. Donc, et je pense que c'est une grosse part. Et c'est là où, tu sais, quand on dit, de temps en temps, tu vas dire un truc, puis là, on dit, ah, mais c'est quoi les sources? Ouf! Mais les sources ont été détruites, les sources ont été cachées, les sources, la plupart des trucs ont été cachés. Donc, il faut toujours travailler dans la logique des trucs, puis travailler avec le factuel que tu as, Mhm. mais après ça, déduire des choses à partir de là. Et une théorie devient dans le domaine du plausible à ce moment-là. Mais plus c'est étoffé, ben, plus elle est probable, plus que plausible à ce Mhm. moment-là. Donc, moi, c'est toujours comme ça que j'aime travailler parce qu'il y a des trucs qu'on ne trouvera jamais les sources. Là. Je veux dire, dans le cas de Kennedy, tout le monde est mort à peu près, là, ceux qui ont participé à ça là, aujourd'hui. Donc, il y a à peu près plus personne qui est capable de nous dire la réalité sur ce qui s'est passé. Donc, on travaille avec ce qu'on a, tout ça. Puis, tu sais, je pense que ce qui est important, dans le fond, si je reviens dans le fond à la confession de Howard Hunt. OK? Howard Hunt, ce qui est intéressant, il travaillait pour la CIA et lui nous a dit exactement qui a collé la shot, qui a décidé que JFK, demandait à ce que JFK soit assassiné, et c'était le vice-président Lyndon Baines Johnson. Donc, c'est lui, Howard Hunt, il dit, c'est venu de lui, l'ordre, et ça a été transmis à Cord Meyer, qui était celui qui remplaçait Alan Dulles à l'époque. Et donc, la CIA a déployé, dans le fond, une opération à partir de là pour l'élimination de Kennedy. À qui on a fait appel? Ben, il y avait les vétérans de la baie des Cochons, qui était une ressource incommensurable de tueurs à engager et de gens qui détestaient Kennedy aussi. T'sais. Puis si on regarde au niveau du financement, ben là, il n'y avait aucun problème parce que les banques et les milliardaires du pétrole étaient tous détestaient tout Kennedy et étaient capables de s'acheter le silence de tout le monde aussi. Donc, ça, il y avait pas de problème. Et s'acheter le silence des services de police parce que si la CIA et la mafia ont conjointement fait les opérations comme telles, ben, il reste que le FBI a couvert l'enquête. Et le FBI, aujourd'hui, on sait justement, encore grâce à Kevin Chip, que le FBI est un département de la CIA, au fond. Donc, le FBI a couvert l'enquête avec l'aide de la police de Dallas aussi, la police municipale de Dallas, et du bureau du shérif de Dallas, qui est un autre service de police à l'intérieur. Donc, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que donc Cord Meyer a reçu l'ordre et il a déployé des trucs. Ils ont engagé des tueurs de la baie des Cochons, entre autres. Quand je disais que James File avait, au fond, il avait reconnu des gens la veille, ben, il avait reconnu deux types qu'il avait connus lors de la baie des Cochons. C'était Frank Sturgis, qui est un autre qui va se faire arrêter avec Howard Hunt dans le vol du Watergate. Donc, c'est quelqu'un qui, à la base, travaillait pour la mafia, mais qui se retrouve à travailler aussi pour la CIA. OK? Frank Sturgis, il l'a reconnu sur place. Puis Frank Sturgis, c'était à la base
un tueur, là. C'était un tireur, là, quelqu'un qui est en maudit après tout et qui se fait payer pour tuer des gens. Puis il a reconnu aussi Orlando Bosch, qui était quelqu'un qui s'était évadé de Cuba et qui voulait aussi renverser Castro, qui pour lui, c'était des raisons familiales, mais donc c'est quelqu'un qui a participé à l'opération de la baie des Cochons aussi. Donc, James Files savait à partir de ce moment-là qu'il n'était pas tout seul sur le contrat. Ce qu'il savait, par contre, c'est que lui avait de loin le meilleur point de vue sur Kennedy parce qu'il s'en venait tranquillement avec la limousine vers lui. Parce que c'est lui qui s'est retrouvé sur ce qu'on appelle la butte herbeuse, le grassy knoll. C'est celui qui a tiré de face parce que on a essayé de nous faire croire que la balle d'Oswald était entrée par en arrière, sauf que clairement, on voit que c'est l'arrière qui part. Donc, c'est de face qui a été tiré. Et ça, les gens l'ont quand même vu dans les... Le film de Zapruder. Mais en fait, des fois, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Enfin, oui, c'est ça. Ben, les médias vont toujours nous dire non, tu sais, quand ça rentre par derrière, ça part, mais après ça donne un contre-coup. Là, et c'est comme ça qu'ils ont expliqué le mouvement vers l'arrière de Kennedy. Tu sais. Et, fact-checker de l'époque. Hein? Oui, c'est ça. Il y avait comme un ressort à l'intérieur de JFK, le pauvre, et qui est parti du mauvais côté. Mais, mais c'est ça, c'est que c'est extrêmement ridicule. Mais le nombre incommensurable de preuves, de témoignages de cette journée-là, c'est infini. OK? Là, j'ai parlé de 3 types, dans le fond, qui étaient de la baie des Cochons, qui avaient été engagés. Ben, il y avait aussi un autre type qui a été engagé pour le contrat, et lui s'appelait Malcolm Wallace. Qui est Malcolm Wallace? Malcolm Wallace, c'est quelqu'un qui était un ami de Lyndon Baines Johnson. Il avait fait partie de la même fac à Yale et de Skull and Bones avec George Bush père à l'époque. D'ailleurs, il y a une photo qu'on peut voir de ces charmants jeunes hommes. Et donc, Malcolm Wallace, c'est quelqu'un qui va faire des contrats pour Lyndon Baines Johnson. Donc, quand est venu le temps de regrouper ces joyeux drills, ben lui a envoyé aussi son tueur personnel dans la personne de Malcolm Wallace. Et ce qui est assez amusant quand même, c'est qu'il y a eu 5 témoignages de gens qui ont vu à la fenêtre supposément d'Oswald, là, au 6e étage, là, qui ont vu quelqu'un avec des lunettes. Et les lunettes de Wallace sont sont proéminentes, là, on les voit très bien. Donc, il y a des témoignages qui ont vu des gens avec des lunettes à cette fenêtre-là et qui ont vu d'ailleurs du mouvement. Là, il n'y avait pas qu'une seule personne qui était là. Ce qui est assez intéressant dans le cas de Wallace, c'est que quand on va faire l'enquête sur Kennedy, ils vont tout identifier, toutes les empreintes digitales qu'ils vont trouver au 6e étage du Texas School Book Depository. Quand ils vont faire toutes ces enquêtes-là, ils vont identifier chacune des empreintes digitales, sauf une. OK, il y avait celle d'Oswald, mais il était employé de ce truc-là, donc c'est normal. Mais puis il y avait celle d'autres employés, tout ça, mais il y a une empreinte digitale qui ne sera pas identifiée et qui va rester mystérieuse pour très longtemps encore. Et il y a un auteur qui s'appelle Barr McClellan, qui a sorti un livre sur Kennedy au début des années 2000, je crois. Puis Barr McClellan, ce qu'il a fait, en fait, c'est que lui s'est procuré une image de cette empreinte digitale-là comme telle, et il a réfléchi, et il a été chercher à la justice de Dallas, dans le fond, les empreintes digitales de Malcolm Wallace, qui avait fait des contrats pour LBJ. Et donc, il a amené ça de manière anonyme à celui qui était le top expert, il est à la retraite maintenant, mais qui était le top expert pour l'armée pour les empreintes digitales. Et lui a dit c'est la même personne. Donc, il y avait une empreinte de Malcolm Wallace au 6e étage, en plus du Texas School Book Depository. Donc, on peut voir quand même que c'est lui qui était là. C'est pas notre ami Oswald là, qui était là, d'aucune façon. Parce que lui, en plus, ben, ça, à peu près tout le monde le sait, parce qu'ils ont vu le film de JFK, ben, quand les gens sont rentrés, ça a pris 1 minute et demie avant que les gens entrent à l'intérieur du building comme tel, la police, tout ça, puis on dit c'est de là que le coup est venu, tout ça, ben,
Lee Harvey Oswald est assis tranquillement, sans sueur, sans être essoufflé, sans quoi que ce soit, et il est en train de prendre une bouteille de Coca-Cola dans la cuisine de la cafétéria. Donc, clairement, lui, il n'a pas pu dévaler tous les étages là, sans être essoufflé, sans être en sueur et tout ça. Donc, on sait que Lee Harvey Oswald, en fait, a été une déception, simplement une déception là, par rapport à l'histoire officielle. On l'avait déjà désigné comme étant le tueur pour cacher tous les autres. Puis, en plus, écoute, le nombre de témoignages autour de Dealey Plaza, encore là, ça ne finit plus. Premièrement, il y a eu écoute, je ne sais même pas où arrêter. Il y a une photo, entre autres, qui montre la limousine de Lyndon B. Johnson, qui était derrière celle de Kennedy, OK? Quand elle tourne le coin sur Dealey Plaza, le dernier coin fatidique où Kennedy va être tué, lui il est dans une limousine en arrière. Sur la photo, on voit clairement que Lyndon B. Johnson n'apparaît pas derrière la voiture où il était assis. Donc, il était déjà couché. OK? Ça, c'est quand même fascinant, là. Tu sais, il était déjà couché. Il y a des films vidéo il y a un film vidéo qui nous montre sur un des toits des buildings adjacents, pas le même d'où Oswald est tiré, mais de l'autre côté de la rue. Il y avait des gens qui étaient là aussi. Il y a la photo qu'on appelle, il y a une photo célèbre qui s'appelle The Three Tramps. OK? Et en fait, c'est 3 personnes qui ont été arrêtées, puis relâchées sans aucun dossier. Il n'y a rien qui a été, il n'y a pas d'entrevue qui est restée, ni quoi que ce soit. Puis il y a des gens qui ont dit qu'ils reconnaissaient Chauncey Hall, qui était quelqu'un de la CIA, alors que la CIA disait être absente cette journée-là. Puis il y a quelqu'un qui avait reconnu aussi Charles Harrelson, le père de l'acteur Woody Harrelson, qui était un tueur de la mafia de Chicago à l'époque. Donc, et ça a été corroboré, là, tout ça. Il y a des experts en photo puis en physionomie qui ont dit c'est effectivement le père de... C'est effectivement Charles Harrelson qui est là, puis John C. Holt. Et l'autre était, je crois, Howard Dunn, celui qui était un peu plus derrière. Là. Je crois que c'était Howard Dunn. Donc, ces gens-là étaient tous là, tout ça. Donc, si on se rend compte maintenant que on avait James Fowl qui était de face, on avait Orlando Bosch qui était probablement sur le toit. Il y avait Frank Sturgis parce que quelqu'un avait vu quelqu'un qui ressemblait à Frank Sturgis qui était sur le même étage qu'Oswald, mais à la fenêtre complètement opposée. Malcolm Wallace qui était là où on dit qu'Oswald a été. Ça commence à faire beaucoup de monde. Charles Harrelson, lui, il y a eu des témoignages comme quoi il était sous le viaduc qui était le dernier viaduc à la sortie de Dealey Plaza. OK? Et lui était justement avec Chauncey Holt. Et la façon qu'il fonctionnait, c'est qu'il n'y avait pas qu'un tireur avec un fusil qui était là, mais il y avait ce qu'on appelle un spotter avec des longues vues, puis qui disait où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est. Puis qui a probablement dit, Chauncey Holt a probablement dit à Charles Harrelson, au père de Woody, tu n'auras pas besoin de tirer parce que la job est faite. Parce que lui, il était là en dernier recours. Pour le rattraper si tout le monde avait raté sur Dealey Plaza. Donc, si on regarde avec le nombre de tireurs qu'il y avait un peu partout, comme ça, on se rend compte que plusieurs coups de feu ont été tirés, forcément. En fait, il y a un minimum de 8 coups de feu qui ont été tirés. Parce qu'il y a des photos qu'on ne montre jamais, comme le pare-brise original de la limousine, il y avait un trou dedans. Il y a le bord de la porte de la limousine, elle avait été édentée aussi. Donc, c'est un autre coup qui avait été tiré. En fait, quand je dis qu'il y a une commission d'enquête qui va déterminer qu'il y a eu complot dans les années 70, commission sénatoriale, eux avaient aussi l'enregistrement d'un des policiers, parce qu'il y avait des policiers en moto qui étaient là en escorte là, par rapport à la limousine de Kennedy. Il y a un des policiers, sa radio fonctionnait pendant l'assassinat. Et que à ce moment-là, sa radio démontrait qu'il y avait eu au moins 8 coups de feu. C'est au moins. Mais si on regarde au niveau des impacts, tout ça, on pourrait en dénombrer 9. Donc, il y a eu quelque part entre 7, 8, 9 coups de feu qui ont été tirés. Donc là, ça commence à justifier, s'ils sont 5, qu'il y en a qui tirent une fois, il y en a qui tirent 2 fois à l'intérieur de l'espace que ça s'est passé. Et ça commence à faire beaucoup de sens. Ce qu'il y a à l'époque, on contrôlait les médias, tout ça, et il n'y avait rien de filmé théoriquement parce qu'on ne nous montrait absolument rien.
Mais il y a des trucs vraiment intéressants qui sont sortis, dont le film de Zapruder. Qu'est-ce que le film de Zapruder? C'est ce qu'on voit de l'assassinat Kennedy quand la limousine bouge et qui est en couleur et là, la tête part, tout ça. Mais ce film-là, en fait, a été acheté par Time Life le lendemain. C'est un film super 8 qui était pris par un amateur qui s'appelait Zapruder, donc. Et donc, ce film-là a été acheté, puis s'est retrouvé dans les voûtes du FBI. Ça a été caché pendant 11 ans, complètement là, au niveau des médias, jusqu'à 11 ans. Et on l'a sorti dans une émission de Gerardo Riviera, là, qui était un gros animateur journaliste de l'époque. Et on l'a montré et les gens ont fait « Oh, mon Dieu! » Mais le film a été monté, édité. On a retiré des photogrammes, on a noirci des zones, et on a recréé en fait la réalité et même le délai dans lequel les choses ont été produites. La preuve de ça, c'est que il y a un amateur qui filmait de l'autre côté, qui n'avait pas un très bon point de vue, là, mais qui était de l'autre côté de Zapruder, donc l'autre sens. On peut le voir, la vidéo, je crois, en tout cas, s'il est encore sur YouTube. On pouvait voir la vidéo, mais c'est que la limousine, qui semble ne pas arrêter, mais simplement ralentir la limousine sur le film de Zapruder, bien, sur le film contraire, on voit qu'elle a fait un arrêt complet. Elle n'a pas continué. Donc, mais en retirant des photogrammes, on a permis de montrer un mouvement qui était un peu plus fluide. Tu sais, on montrait juste un ralentissement. Mais si elle est arrêtée, à cet endroit-là, clairement, on voulait pas que personne ne rate la shot. Ce qui fait que les services secrets, en tout cas, au moins le conducteur des services secrets, qui a toujours, jusqu'à sa mort, pleuré en évoquant le moment, ben, semble-t-il, était une mèche aussi avec le truc. Oui. Puis, écoute, mais tout ça, là, c'est comme des gouttes d'eau dans une mer de preuves. C'est une mer de preuves. Je pense que ce qui nous permettrait aussi de comprendre encore plus la validité de la version de James Files. Je pense que c'est ça qui, pour moi, m'a vraiment allumé. C'est que James Files, il a expliqué exactement ce qu'il a fait sur la butte herbeuse. Okay? Il a expliqué qu'il a tiré avec un Fireball Remington, qui était une espèce de fusil à crosse, là, mais qui était avec presque un pistolet avec une petite chose et à crosse, qui était un calibre 221, du calibre 221. Et lui, il a parlé de exactement ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait, à son habitude, quand il retire les douilles, il mord ou embrasse les douilles toujours parce qu'il dit « j'aime le goût de la poudre ». Il fait toujours ça. Ce qu'il a fait, il a laissé les 2 douilles là parce qu'il a tiré 2 fois. Il les a laissées là et il est parti. Il a démonté son fusil. Il est parti dans sa voiture et personne ne l'a inquiété d'aucune façon. Mais voici ce qui est arrivé, c'est que en 1986, si ma mémoire est bonne, ils ont retrouvé plusieurs pouces dans le sol, une des 2 douilles de calibre 221. Et faut noter que quand il a dit qu'il avait tiré du calibre 221, le FBI a dit c'est pas possible. Le Fireball de Remington tire du 223, un autre calibre. Donc, ce que tu dis, c'est des mensonges. Et là, James Files de répondre, mais ça a été du calibre 221 jusqu'en 63. En 63, Remington a commencé à faire du 223. Et là, effectivement, il a raison, encore une fois. Mais donc, une des douilles a été retrouvée dans le sol. Et James Files ne peut pas savoir. Là, c'est complètement secret, là, ce truc-là, au niveau du FBI, tout ça. Et quand lui va raconter son histoire, ils vont tester la douille parce qu'il y a une marque de dent et ça correspond aux dents de James Files. Donc, non seulement James Files a passé les tests de détecteur de mensonges, mais il a donné là un détail qui fait que s'il a dit la vérité, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre conclusion possible. Tu sais. Puis, il y en a qui peuvent dire « Ah, ben oui, mais c'est fou là, que quelqu'un ait donné ça. » Ben, il faut savoir qu'il a été tiré de face, Kennedy. C'est clair sur les films. Donc, il y a quelqu'un qui a tiré.
Et donc, que ce soit James Farl ou un autre. Sylvain, il revit l'assassinat en Ben oui, direct tu sais. en Ben, 2021. C'est tellement ton truc, j'adore. ouais, mais non, ben, Tu peux écoute, dire c'est que une histoire t'aimes pas. Si fascinante. tu veux, on parle de maquillage, Sylvain, Ah oui, OK, on va revenir à ça, au ou make-up, de la pizza, je sais coiffure. Oui, pas, c'est ou ça. de cuisine. Oui, on peut, on peut. Non, Ah, mais j'adore. j'adore. Bœuf bourguignon, si tu veux. C'est Mmh, contagieux. mmh. C'est en fait, on s'imagine Sylvain avec sa cheminée ou sa comment on appelle ça déjà chez vous, la pompe à huile? Non, non, je sais plus La comment on pompe appelle. à huile? Non, mais je confonds avec vos expressions. La thermopompe. Ah, la thermopompe, ben oui. Ah oui, mais la thermopompe, Dans ta mélange-toi maison, pas, là, c'est une thermopompe, c'est une dans ta thermopompe. chaleureuse maison en train de faire tes enquêtes. C'est Ouais, même, complexe tout ça. Il faut aimer aller dans les détails, hein. ben oui, mais en même temps, tu sais, c'est vrai que c'est politiquement et historiquement un passage tellement fascinant parce que il y a tellement de théories, tu sais, puis, tu sais, si Non, on puis regarde, attends, ça s'est même pas arrêté à lui. Parce non, que non, dans le 6e chapitre, tu nous parles encore du frère. ah oui, oui, mais là, on rentre-tu là-dedans ou on Oui, en hein, parle? rentres-tu Non, là-dedans? on en parle la prochaine fois. On fait Emma, une il y a pause. trop de choses à dire sur le frère aussi. Puis On fera, Martin Luther on se King retrouve dans la aussi. prochaine partie pour le Ah, il chapitre faut le 6. faire. Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est trop important aussi. C'est trop intéressant. Puis on Bah oui, finira Kennedy, on fera la petite conclusion avec le rappel la prochaine fois. Qu'est-ce que t'en penses? oui, oui, parce que c'est un chapitre, c'est vrai qu'on ne savait pas si ça rentrerait en une capsule, mais là, on se rend bien compte que ça va être impossible parce que C'est compliqué. ben, en fait, c'est impossible parce qu'on va parler aussi de, même si ça va être peut-être moins long, mais l'assassinat de Martin Luther King quand même, qui a quand même marqué. Oui, Et puis c'est intéressant de savoir comment ça a été perçu aussi par les gens, de oui, nouveau avec cette information, parce que oui. euh, en fait, on est toujours plus intelligent après. Maintenant, on se dit oui, mais quand C'est même, ça. les gens étaient quand même vraiment bêtes à l'époque, hein. Mais en fait, on Oh, en est toujours au ouais. même stade, hein. Oui, oui, C'est oui. juste trop Ben sourd. oui, en fait, historiquement, on n'a rien de valable encore, là, de complet, je dirais, là, sur ce truc-là. Ouais. Est-ce qu'on va savoir les choses pour sûr un jour? Je ne sais pas. Ce que j'ai élaboré à partir de l'enquête croisée au complet, c'est ce que je pense qui est extrêmement plausible là, suite à ce qui est factuel. Là. Parce que écoute, la prochaine fois, je vais te parler aussi de Ronald McKenzie, qui est un autre témoin important là, qui a parlé par après, mais qui a parlé 50 ans plus tard. Mais on en parlera la prochaine fois pour la conclusion. D'accord. Et Ouais. on parlera évidemment de l'assassinat Mm. du frère de Kennedy. Ouais. Et là, ça nous permettra, Sylvain, de t'entendre sur le MK Ultra parce que c'est quand même lié. Hein, Oui. ces programmes de manipulation, tu vas nous parler Ouais. aussi d'une autre façon d'organiser des stratégies Ouais. d'assassinat, c'est-à-dire sous hypnose. Et c'est vrai Ouais. qu'on n'en parle pas vraiment, hein, c'est pas de Non. nouveau un sujet qu'on étudie à l'école et c'est bien dommage Ouais. parce que tu vas nous apprendre qu'avec tous ces programmes MKUltra, on va en reparler, c'est vraiment super intéressant. Oui. Comment on peut déclencher, en fait, tout d'un coup, chez une personne, une action Oui. parce qu'on l'a préparée hein, de façon hypnotique. Oui. C'est passionnant, quoi, tout ça, Ben, hein. quand on y pense bien avec le recul, puis avec ce qui se passe aujourd'hui, puis avec les médias, tout ça, on se rend bien compte que le contrôle de la pensée est l'obsession majeure Bien sûr. de tous les politiciens et tous les banquiers qui nous contrôlent, etc. Mhm. Mais que la CIA, donc, a été à la tête de toutes les recherches et de toutes les manipulations pour contrôler le cerveau des gens, l'opinion des gens, toujours. Donc, qu'on rentre dans les psychotropes et l'hypnose, c'est pas très surprenant, là aussi. Bon, bah écoute, on se réjouit de se retrouver pour la deuxième partie du chapitre 6, avant Ouais, d'attaquer le 7, ouais. théorie des explications. Là aussi, Oui, ça va être croustillant. oui. En fait, on est parti de sacré programme, hein, Sylvain. Ça croustille jusqu'au bout. Ça croustille. Oui, Mais nous, on ça aime bien croustiller avec toi. crustille. Ça crusille. Mais, puis je voulais dire aussi en passant, c'est que j'ai été très, très, très occupé dans mes trucs, là, autant travail que vie personnelle de maison, surtout, dernièrement. Puis j'ai absolument pas eu le temps de faire imprimer encore les livres parce que j'ai accepté la soumission, tout ça. Mais je vais le faire très, très bientôt parce qu'en plus, je savais même pas où les faire livrer. Donc, Oui, parce que parce que c'était rendu Sylvain, là. comme si vous avez suivi les aventures, Sylvain, Ouais. il vend sa maison.
Oui, c'est ça. Donc là, tout est en train de se stabiliser et je vais être capable maintenant de déterminer une date. Donc, dès que ça va être dispo, je vais le mettre en pré-vente et ça va précéder de 2 ou 3 semaines la livraison complète des livres. Donc, ça s'en vient bientôt quand même. On t'envoie plein de bonnes énergies, Sylvain. On sait que ça va le faire. Ah Et oui, en attendant, le lien, il est dans le descriptif de la vidéo. ouais, Si vous pouvez pas attendre, bon. ouais. En tout cas, pour l'Europe, ça continue, hein, les petits lutins sont toujours là. Et Mhm. puis on peut retrouver aussi Guerre et Mensonge. C'est vraiment une belle complémentarité. C'est fou, hein. Il y a Ouais. tellement de gens, Sylvain, qui me disent, mais en fait, moi, je me suis aperçue. Bon, alors au début, c'est vrai que c'est un Déstabilisant. peu, ouais, un peu complexe à gérer, mais les gens ont compris que ça va aller. Ouais, oui, oui. Ben Qu'en fait, oui. le monde n'a pas vraiment changé. C'est juste que maintenant, les gens le voient tel qu'il est. Écoute, Et c'est ça qui fait peur aux gens. C'est que souvent, les gens se disent, oulala, là là, mais il y a tout qui s'est accéléré. Non, non, mais ouais, c'est juste qu'on voit maintenant mieux. d'une façon ou d'une autre, on va tous mourir un jour, là, mais je pense que moi, en tout cas, là, ça me réjouit de savoir qu'on n'aura pas réussi à me déjouer jusqu'à la fin de ma vie. Qu'on n'aura Oui. pas réussi à me berner, à me burnies jusqu'à la fin de ma vie. Non, mais c'est ça, là, quand même. Là. Tu sais, je suis content au moins, je pourrais dire, OK, ben, vous m'avez pas eu. Ouais. Ouais. En tout cas, merci Sylvain Mm. pour ce moment passé avec toi. Je crois que maintenant, chez toi, ça devait être midi, quelque chose comme ça. Et Ouais, et demi. puis, au Québec, je salue tous les Québécois, hein. Vraiment, dès qu'on peut venir, nous on vient avec Pascal, hein. Ah, puis et On vient manger un vice-versa, peu de là. poutine chez vous. Oui, puis vice-versa, là, je vais aller ne pas manger vos fondus. Là. Ah, mais c'est super bon, on mange bien en Suisse. Ah, j'ai plus hâte au chocolat, là, disons. Ouais, et puis on ira voir aussi nos amis français, nos amis belges. Ouais. On a plein de monde à voir, hein, Sylvain. Ouh là là. Ben, écoute, ce qui arrive maintenant, ben, on a besoin d'un passeport vaccinal. Mais si on n'a pas de passeport vaccinal, on peut quand même entrer avec un test négatif. Mais ceux qui ont le passeport vaccinal doivent aussi passer le test négatif parce qu'ils peuvent être porteurs aussi. Donc, finalement, le passeport vaccinal ne changera strictement rien. Voilà. Exactement. Et puis Sylvain, on aime bien comme tu résumes la situation actuelle. Et voilà, c'est là où on en est. Bon, les amis, on se retrouve très vite pour la prochaine et la suite du chapitre 6. MK Ultra, manipulation, hypnose, électrode, complot. Ça va Body être, et ça Martin va être Luther sympa. King. Yep. Ciao Sylvain. Ciao, ciao.